Lorsque nous entendons le nom de Pythagore, la plupart d'entre nous pensent immédiatement à un théorème géométrique appris à l'école, à un triangle rectangle et à une formule simple. Mais derrière cette équation familière se cache une histoire bien plus mystérieuse et profonde. Dans cette vidéo, nous allons voyager sur les traces de l'un des philosophes les plus énigmatiques de l'Antiquité. Un homme qui affirmait que l'univers repose sur les nombres, qui prétendait entendre la musique des sphères célestes et qui fonda une communauté vivant selon les lois strictes de l'harmonie et de la purification intérieure. Vous découvrirez comment l'enseignement de Pythagore mêlait mathématiques et mystique, pourquoi ses disciples prêtaient serment de silence et comment leur école se retrouva au centre d'un violent conflit politique. Nous raconterons les secrets de la vie pythagoricienne, la mort légendaire du maître, et comment, au fil des siècles, son nom devint symbole de sagesse, inspirant Platon, les astronomes, les alchimistes et même les scientifiques modernes. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous proposer de nouveaux sujets dans les commentaires. Bonne écoute et bon visionnage. L'île de Samos se dressait au milieu de la mer Égée, entourée de vignobles en terrasse, de temples aux colonnes blanches et de quais animés où accostaient les navires marchands venus de tout le bassin méditerranéen. Ce n'était pas seulement un centre commercial prospère, mais aussi un carrefour intellectuel où se croisaient les routes des marins, des artisans, des commerçants et des premiers philosophes ioniens. C'est là, dans la cité qui portait le même nom que l'île, qu'en 570 avant notre ère naquit un enfant destiné à marquer l'histoire de la pensée humaine. On le nomma Pythagore. Les détails de son origine nous sont parvenus de manière fragmentaire, tissés de légendes et de témoignages tardifs dans lesquels la vérité côtoie souvent la fiction. Son père, Ménézarque, était selon la tradition graveur et tailleur de pierres précieuses, peut-être aussi commerçant, ce qui lui permettait de voyager et de nouer des relations avec d'autres cités. Certaines sources affirment qu'il venait de Tyr, cette cité phénicienne réputée pour l'habileté de ses artisans et la richesse de ses marchands. Mais il est plus probable qu'il était ionien, tout comme son épouse Pythès, originaire de Samos. De sa mère, Pythagore aurait hérité non seulement l'intelligence, mais aussi une profonde piété. La légende raconte qu'avant sa naissance, Pythée se rendit au temple d'Apollon à Delphes, et que la prêtresse lui prédit que son fils serait un homme capable de comprendre non seulement les hommes, mais aussi les dieux. Dès son enfance, Pythagore manifesta une inclination pour l'observation attentive, le calme intérieur et une concentration silencieuse qu'il distinguait des autres enfants. On raconte qu'il pouvait passer des heures assis au bord de la mer, à contempler le rythme des vagues, comme s'il cherchait à saisir un ordre caché dans le mouvement de l'eau. Il n'était pas de ces enfants qui jouent bruyamment sur l'agora, mais plutôt de ceux qui se tiennent légèrement à l'écart, observant ce qui se passe autour d'eux, comme s'ils cherchaient des lois invisibles. Son père, remarquant chez son fils cette soif inhabituelle d'apprendre, fit venir pour lui les meilleurs maîtres disponibles à Samos. Pythagore étudia l'écriture, le calcul, la musique et les bases de la géométrie. Parmi ses instructeurs se distinguait Hermodamas, un philosophe lié à la tradition orphique, courant religieux et philosophique qui accordait une importance particulière à la purification morale et à l'immortalité de l'âme. Ce maître ne se contentait pas de transmettre des connaissances. Il enseignait la discipline intérieure, le silence, la modération et la recherche de l'harmonie en toutes choses. Dès son jeune âge, Pythagore adopta un mode de vie réglé. Il se levait avant l'aube, se purifiait par des ablutions, passait du temps en silence, notait ses pensées, observait la nature. Tout cela faisait partie non seulement d'une habitude personnelle, mais d'une éducation dans laquelle la quête de pureté de l'âme et l'ordre dans les actions étaient considérés comme essentiels. Ce n'est pas un hasard si, plus tard, il affirma que tout ce qui est ordonné est beau. La musique occupait une place particulière dans sa vie. Il remarqua très tôt
que des cordes de longueurs différentes produisaient des sons dont la hauteur variait selon des proportions précises. Et cela devint probablement pour lui le premier pas vers la compréhension du lien entre nombre et harmonie. Il existe un récit, transmis par des auteurs tardifs, selon lequel il aurait un jour entendu des forgerons frapper sur des enclumes de poids différents dans leur atelier. Et, remarquant que les sons produits par les coups se correspondaient selon certaines proportions, il aurait commencé à expérimenter avec la tension des cordes. Ces observations, il les incarnera plus tard dans sa doctrine des intervalles musicaux. La maison dans laquelle il grandit n'était pas riche, mais elle était emplie de respect pour le savoir. Son père, voyageant à Milet, Éphèse et d'autres centres de la culture ionienne, rapportait des rouleaux de papyrus, des instruments, des objets fabriqués par des artisans habiles, dans le but d'élargir l'horizon intellectuel de son fils. Un jour, il rapporta une maquette de bateau en bois avec la charpente du navire visible. Et Pythagore, en l'examinant, commença à mesurer les rapports entre les différents éléments de la structure, cherchant à comprendre comment des parties simples donnaient naissance à une forme stable. Mais plus précieux encore que tous ces objets et observations étaient pour lui les conversations. Le jeune Pythagore aima très tôt poser des questions. Il interrogeait ses maîtres et les anciens, non pas pour disputer, mais pour entendre leurs explications, comprendre la logique de leur raisonnement. Il n'acceptait pas les réponses simples et cherchait toujours ce qui se trouvait au fondement des choses. C'est ainsi que plus tard apparaîtra l'un des thèmes centraux de sa philosophie. Samo, à cette époque, était une cité politiquement active. Mais comme dans d'autres villes grecques, les troubles politiques et les luttes sanglantes entravaient souvent le développement spirituel. Vers le moment où Pythagore atteignait l'âge adulte, l'île tomba sous le pouvoir du tyran Polycrate, un dirigeant énergique mais autoritaire, connu pour son goût du luxe, ses grands travaux de construction et son exhibition de puissance. Bien que Polycrate ait protégé certaines formes d'art, l'atmosphère de contrôle et de pouvoir absolu pouvait peser sur ceux qui aspiraient à la liberté de penser. C'est peut-être cela qui suscita chez Pythagore le désir de partir, non par peur, mais par besoin de trouver une vérité plus profonde. Il existe un témoignage selon lequel, vers l'âge de 20 ans, Pythagore commença à songer au départ. Selon un récit, il rencontra à Samos un sage itinérant venu d'Orient, qui lui parla des connaissances des prêtres égyptiens, des temples de Memphis et de Thèbes, où des générations de gardiens du savoir avaient écrit, mesuré, observé et réfléchi pendant des siècles. Cette rencontre, d'après la légende, impressionna profondément le jeune Pythagore. Il comprit que pour saisir la structure du monde, il ne suffisait pas d'observer la nature, mais qu'il fallait se tourner vers ceux qui l'avaient étudié pendant des générations, conservant le savoir comme quelque chose de sacré. À partir de ce moment, l'idée du voyage mûrit dans l'esprit de Pythagore. Il se mit à s'isoler de plus en plus souvent, à consacrer davantage de temps à la lecture et à la méditation, se préparant non seulement au voyage physique, mais aussi à ce que ses perspectives, ses habitudes et même sa langue puissent changer. Mais avant de quitter Samos et de partir vers des terres lointaines, sa jeunesse sur son île natale acheva de le former comme un homme cherchant non la gloire, ni le pouvoir, ni la richesse, mais l'ordre, ce qui est éternel et immuable comme le rythme des vagues sur la côte rocheuse. Lorsque Pythagore quitta Samos, il avait environ 22 ans. Ce n'était plus un adolescent, mais pas encore un sage âgé. C'était un homme chez qui la réceptivité juvénile se combinait avec une maturité intérieure précoce. Il n'était attiré ni par une carrière politique, ni par la richesse, ni par la gloire militaire, comme c'était habituel chez les jeunes Grecs ambitieux. Son chemin menait vers la vérité, une vérité qui ne se limite pas aux mots et au raisonnement, mais qui traverse l'ordre même des choses. Pour cela, il se rendit là où, selon les traditions, étaient conservés les savoirs les plus anciens et les plus secrets, en Égypte. Le voyage n'était pas simple. Pythagore dut quitter l'Ionie,
traverser les côtes de l'Asie mineure, visiter Milet, puis de là, via Rhodes et Chypre, atteindre la Méditerranée orientale d'où il s'embarqua pour l'embouchure du Nil. En chemin, il conversa peut-être avec les philosophes de Milet, parmi lesquels aurait pu se trouver Anaximandre, l'un des premiers Grecs à avoir médité sur l'infini comme source de tout ce qui existe. Bien que nous n'ayons pas de témoignage direct de cette rencontre, les auteurs antiques mentionnent que Pythagore s'intéressait aux idées des Ioniens, mais sentait que la vérité exigeait une immersion plus profonde et une expérience personnelle. En arrivant en Égypte, il se retrouva dans une civilisation plus ancienne de plusieurs millénaires, où tout, de la forme des colonnes aux salles des temples, obéissait aux principes de symétrie, de nombre, de rites et de mesure. Les prêtres égyptiens, qui concentraient en eux à la fois le pouvoir religieux et scientifique, se méfiaient des étrangers. Pour être admis dans leur cercle, Pythagore dut faire preuve non seulement de connaissance de la langue et des coutumes, mais aussi de persévérance, de discipline et surtout d'humilité. Des sources tardives affirment qu'il fut aidé par une lettre de recommandation du dirigeant de Samos, Polycrate, adressée au pharaon égyptien Amasis II. Ce roi, bien qu'attaché aux traditions, était relativement ouvert à l'influence grecque et entretenait des liens avec les cités ioniennes. Selon certaines données, Pythagore réussit effectivement à gagner la confiance des prêtres des temples de Memphis et peut-être d'Héliopolis, l'un des plus anciens centres de la religion et de l'astronomie égyptienne. Là, dans les écoles des temples, il commença à étudier les mathématiques, la géométrie, les pratiques rituelles, les calculs calendaires, les observations astronomiques et le symbolisme qui sous-tendait l'architecture sacrée égyptienne. Il apprit les lois qui régissaient le calcul des heures stellaires, étudia le système du calendrier civil et l'unisolaire, observa comment les Égyptiens mesuraient et divisaient les parcelles de terre après les crues annuelles du Nil. Il devint clair pour lui que dans ces opérations se cachait non seulement une pratique utile, mais une compréhension profondément enracinée de l'ordre numérique, reliant la terre, le ciel et les affaires humaines. Selon Diogène Laërce, Pythagore passa 22 ans en Égypte. Bien que la précision de ce chiffre soit douteuse, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que son séjour là-bas fut prolongé. Il n'était pas un élève au sens moderne, assis dans une salle de classe, mais plutôt un participant au rite, un observateur des processus du temple, un chercheur patient et lent, absorbant le savoir par la pratique et la contemplation. Cependant, le séjour en Égypte ne pouvait durer éternellement. Le pays subit l'invasion du roi Perse Cambyse II. L'Égypte tomba, le pharaon psamétique III fut capturé et le pays passa sous le contrôle de l'empire achéménide. Il existe une version, exposée dans des sources post-antiques, selon laquelle Pythagore, comme d'autres Grecs se trouvant en Égypte, fut capturé par les Perses et emmené à Babylone, capitale de l'empire perse. Bien que la confirmation de cet épisode soit limitée, le passage de Pythagore d'Égypte en Mésopotamie est mentionné chez les néo-pythagoriciens et dans la littérature romaine. Babylone, où il arriva volontairement ou comme prisonnier, devint le deuxième grand centre de son apprentissage. Contrairement à l'Égypte, où le savoir était enveloppé de rituels, la tradition babylonienne se distinguait par une précision et une systématisation extrême. Les prêtres chaldéens, gardiens d'archives contenant des tables de mouvements stellaires, de phases lunaires, d'éclipses et de cycles solaires, possédaient des connaissances accumulées au cours de nombreux siècles d'observation. Pythagore se familiarisa probablement avec le système sexagésimal de numération, avec la division du cercle en 360 degrés, avec les méthodes de calcul des trajectoires des corps célestes. Et tout cela devint la base de ses futures réflexions sur l'harmonie du cosmos. Dans un récit, on dit qu'il assista à la préparation d'un rituel lié à l'observation du lever vespéral de Vénus, et fut étonné de voir que les calculs effectués à l'avance permettaient de prédire exactement son apparition. Cette précision, obtenue non par hasard mais par observation méthodique et mathématique,
laissa une trace profonde chez Pythagore. Outre l'astronomie et l'arithmétique, il se familiarisa peut-être aussi avec les idées de l'éthique persane, notamment l'enseignement du zoroastrisme, dans lequel jouait un rôle important la purification spirituelle, le combat moral entre le bien et le mal, et dans lequel l'âme humaine était considérée comme participante d'un choix cosmique. Bien que Pythagore ne devint pas adepte de ces religions, il emporta les échos dans son aspiration à la pureté, dans sa conviction que l'âme est immortelle et sujette à des réincarnations, et dans sa représentation de l'ordre numérique comme reflet de la loi divine. Lorsqu'il quitta Babylone et se dirigea de nouveau vers le monde grec, il n'était plus le même. Devant lui s'ouvrait un chemin sur lequel il unissait en lui ce que les Grecs considéraient comme incompatible. La sagesse de l'Orient, la pratique de l'Égypte, l'observation de Babylone et la perspicacité philosophique de l'Ionie. Il était devenu porteur d'un savoir synthétique, non superficiel, mais acquis par l'effort, éprouvé par le temps et par l'effort personnel. Il ne savait pas encore où il trouverait un foyer pour ses idées, mais il savait avec certitude que le retour à Samos ne serait qu'une transition vers quelque chose de nouveau. Lorsque Pythagore foula à nouveau le rivage de Samos, il ne rentrait pas simplement chez lui, mais dans le lieu où avait commencé son éveil spirituel. Depuis qu'il avait quitté l'île, des années s'étaient écoulées, remplies d'études, d'observations et de croissance intérieure. Il revenait non comme un jeune homme cherchant la vérité, mais comme quelqu'un qui avait touché à la sagesse des civilisations les plus anciennes et qui avait compris que le savoir exige non seulement d'être accumulé, mais aussi d'être transmis. C'est avec cette intention de partager, d'expliquer, de guider qu'il revint sur cette terre familière, espérant que Samos deviendrait un terrain fertile pour ses idées. Mais Samos avait changé, et pas seulement extérieurement, bien que les rues fussent devenues plus bruyantes et les ports plus animés, mais aussi dans son esprit. L'île se trouvait sous le pouvoir du tyran Polycrate, un homme volontaire, autoritaire et calculateur, dont le règne apportait la prospérité, mais ne tolérait aucune pensée dissidente. Polycrate avait fortifié la cité, renforcé la flotte, érigé des ouvrages d'ingénierie de grande envergure, dont le fameux aqueduc, et cherchait à transformer Samos en puissance maritime. Cependant, dans son système de gouvernement, il n'y avait pas de place pour des écoles indépendantes ni pour des philosophes solitaires dont l'influence dépassait les discours ordinaires sur l'agora. Pythagore, qui se tenait à l'écart des passions politiques, ne chercha pas la confrontation. Il s'installa tranquillement, commença à tenir des conversations avec de jeunes gens intéressés, partageant ses vues sur la nature des nombres, sur l'âme, sur la structure du monde et sur l'importance de la discipline intérieure. La rumeur d'un homme inhabituel, revenu d'Égypte et de Babylone, se répandit rapidement. Son discours était posé, ses pensées inhabituelles mais suscitant l'intérêt. Il ne parlait pas des dieux comme les poètes, ni de sophistique, mais d'un ordre inscrit dans l'être, de nombres à la base de tout ce qui existe, d'une âme liée au corps seulement temporairement. Peu à peu, un petit groupe d'auditeurs se rassembla autour de lui, des jeunes gens attirés par le savoir, notamment des fils de citoyens aisés qui avaient la possibilité de s'adonner à la philosophie. Il les enseignait dans un cadre privé, peut-être dans une maison fournie par l'un de ses protecteurs, ou à l'ombre des arbres, à la périphérie de la ville. Ces rencontres n'avaient pas le caractère d'une école au sens formel, mais elles avaient un emploi du temps clair et une structure interne. Il habituait ses élèves au silence, à l'abstinence, à l'observation précise et à l'immersion progressive dans les réflexions abstraites. Une place particulière dans ses enseignements était accordée au nombre, non comme symbole de calcul, mais comme principe de la structure du monde. Cependant, cela ne pouvait durer longtemps. Dans les conditions d'une tyrannie, toute association organisée, même si elle n'avait pas de coloration politique, suscitait la suspicion. Les autorités étaient particulièrement méfiantes envers les rassemblements qui se tenaient sans autorisation et auxquels participaient des jeunes gens.
issus de familles nobles. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Pythagore enseignait quelque chose de fermé, qu'il proposait un mode de vie particulier dans lequel les coutumes ordinaires acceptées dans la cité étaient remises en question. Ses discours sur l'immortalité de l'âme, sur la purification, sur la transmigration et les conséquences karmiques étaient perçus comme quelque chose d'étranger. Dans une société où la tradition et l'ordre étaient déterminés par le pouvoir, un philosophe opérant dans les catégories de l'éternité pouvait sembler dangereux. Il existe un témoignage selon lequel on lui proposa de cesser ses réunions. Peut-être que quelqu'un parmi les citoyens âgés s'adressa à lui avec un conseil insistant de ne pas agiter les esprits. D'autres cessèrent silencieusement d'envoyer leurs fils au cours. Et bien qu'il n'y eût pas de persécution directe, l'atmosphère changea. Pythagore sentit que le sol sur lequel il voulait semer les graines du savoir était non seulement sec, mais aussi suspect. Il tenta de trouver une autre voie. Il existe une tradition selon laquelle il se retira de la ville vers la partie orientale de l'île, vers le mont Kerkis, et y fonda un lieu isolé pour la méditation et l'enseignement. Peut-être espérait-il que loin des rumeurs de la ville et du pouvoir, ses disciples pourraient étudier en paix. Cependant, même là, il ne put créer une communauté stable. Les gens partaient, les cours étaient interrompus, le silence laissait place à l'inquiétude. Certains, après avoir quitté le philosophe, se mirent à raconter ce qu'ils avaient entendu avec des déformations, intentionnelles ou par incompréhension, et cela engendra de nouvelles spéculations sur son enseignement. Pythagore comprit que sur Samos, il ne lui serait pas donné de construire ce qu'il avait imaginé. Le pouvoir du tyran ne créait pas les conditions d'une croissance libre, et l'opinion publique était encline à rejeter tout ce qui sortait du cadre habituel. Sa philosophie avait besoin d'un autre environnement, de gens capables de discipline volontaire, d'un milieu où l'on respectait le silence et l'écoute, et pas seulement le débat et la victoire dans les disputes, de la tranquillité intérieure et de l'aspiration à la transformation de la vie, et pas seulement à la conversation sur la vertu. Sans entrer en conflit, sans lancer d'accusation, il prit la décision de quitter l'île. Son choix se porta vers l'ouest, en direction des grandes colonies grecques du sud de l'Italie, connues non seulement pour leur richesse et leur lien avec la Grèce continentale, mais aussi pour la liberté relative que pouvaient s'y permettre les savants, les philosophes, les voyageurs. Là-bas, espérait-il, il serait possible non seulement de parler, mais aussi de construire. Là-bas, peut-être, se trouverait une cité prête à écouter, comprendre et accepter le nouveau. Lorsque Pythagore arriva à Crotone, riche et influente cité située sur la côte méridionale de l'Italie, il avait déjà laissé derrière lui des années d'études, de voyages et de tentatives infructueuses pour s'établir sur son île natale. Ce parcours, qu'il avait mené à travers l'Égypte, la Babylonie et un retour manqué en Ionie, se terminait dans un lieu qui devait devenir non seulement son nouveau foyer, mais aussi l'espace dans lequel ses idées prendraient la forme d'une communauté et d'un héritage durable. Crotone, à cette époque, était l'une des cités les plus développées de la Grande Grèce. Cette région où les colonies grecques prospéraient dans des conditions plus larges et plus libres que la métropole. Ses habitants se distinguaient par leur énergie, leur esprit de compétition et leur aspiration à l'ordre public. La ville était célèbre pour ses médecins, ses lutteurs et ses philosophes, et parmi ses citoyens régnait déjà un respect pour ceux qui possédaient le savoir et savaient éduquer par l'exemple. Selon la tradition, lorsque Pythagore arriva à Crotone, il fut invité à s'exprimer devant le conseil des anciens, la Gérousia, pour donner son avis sur l'état des mœurs dans la cité. Il n'eut pas recours à des expressions brutales, n'accusa personne, ne loua personne de manière excessive. Il parla d'harmonie, de modération, de la nécessité d'un accord entre l'âme et les actes. Son discours, comme le racontèrent plus tard les biographes, fit une forte impression. On l'invita à rester, et bientôt il commença à enseigner, d'abord aux jeunes gens, puis aux hommes d'âge mûr, et par la suite même aux femmes,
ce qui en soi était un phénomène rare dans le monde grec. C'est précisément à Crotone que Pythagore fonda ce qui allait recevoir plus tard le nom d'école pythagoricienne. Bien que son organisation fût complètement différente de ce que nous avons l'habitude de comprendre par le mot école. Ce n'était pas une académie au sens athénien, ni simplement un cercle de discussion, ni une confrérie sectaire. C'était une communauté philosophique, à la fois religieuse, scientifique et éthique, dans laquelle le mode de vie, la pensée et la vision du monde formaient un tout indissociable. Pour être admis dans le cercle des disciples, une personne devait passer par une période d'essai. Durant la première année, et parfois plus longtemps, elle n'avait pas le droit de poser des questions, et encore moins de discuter. Elle devait écouter. Cette période était appelée acousmatique, c'est-à-dire fondée sur l'écoute. Les élèves se réunissaient pour les cours et absorbaient l'enseignement en silence. Ce n'est qu'après une observation prolongée de son comportement, de son mode de vie, de sa retenue et de sa capacité au développement intérieur que le novice était autorisé à passer à un stade plus profond, à devenir mathématicien, c'est-à-dire celui qui étudie l'essence des choses à l'aide de la raison et des nombres. Le programme d'enseignement comprenait l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, ce qu'on appelait le quadrivium, qui deviendra plus tard la base de l'éducation dans l'Europe médiévale. Mais pour les pythagoriciens, ce n'était pas simplement des disciplines scientifiques. Chacune d'elles reflétait l'un des aspects de l'ordre mondial. L'arithmétique aidait à saisir l'essence des nombres, la géométrie, la structure des formes, la musique, les lois de l'harmonie, et l'astronomie, l'ordre du mouvement des corps célestes. L'étude de ces domaines devait conduire à la compréhension de l'unité et de la totalité de l'univers. Cependant, la philosophie de Pythagore ne se limitait pas à l'enseignement. Les participants de l'école menaient un mode de vie strictement ordonné. Ils se levaient à l'aube, commençaient la journée par une contemplation silencieuse et des exercices, puis suivaient les cours. Ensuite, une nourriture simple et végétarienne, un travail physique et la réflexion. Chaque soirée se terminait par un examen de conscience. Chacun devait, dans la solitude, se poser 3 questions. Qu'ai-je fait aujourd'hui ? Qu'ai-je bien fait ? Et qu'ai-je mal fait ? C'était une pratique non d'une loi extérieure, mais d'une loi intérieure. Il existait aussi des règles plus concrètes. Dans la communauté, il était interdit de manger des fèves, peut-être en raison de représentations rituelles ou de raisons alimentaires. Il n'était pas permis de rompre le silence sans nécessité, de prendre des objets sans autorisation, de rire sans raison, et même de poser ses chaussures près de son oreiller. Ces interdictions n'étaient pas perçues comme des restrictions absurdes, mais comme une discipline visant à dompter les désirs chaotiques. Une importance particulière était accordée à l'absence de propriété privée. Tout ce qui appartenait à un membre de l'école devenait commun. Entre amis, tout est commun, disaient les pythagoriciens. Et cela concernait non seulement les objets, mais aussi les connaissances. Il était interdit de transmettre l'enseignement à ceux qui n'avaient pas passé l'initiation. Et de nombreuses formules, doctrines et traités restaient oraux et n'étaient pas écrits. Tout ce qui était important était conservé dans la mémoire, transmis par l'enseignement personnel et préservé dans les limites du cercle. Selon certaines sources, Pythagore enseignait derrière un rideau. Sa voix était entendue, mais lui-même restait longtemps invisible pour les élèves. Cela se faisait pour que les novices se concentrent non sur la personne du maître, mais sur le contenu de ses paroles. Ce n'est qu'après plusieurs années d'apprentissage qu'une personne obtenait le droit de le voir et de lui parler. Mais même lorsqu'un élève devenait un proche, l'autorité de Pythagore restait absolue, et sa parole était perçue comme un étalon. Parmi ceux qui entraient dans son cercle rapproché se trouvaient non seulement des philosophes, mais aussi des guerriers, des médecins, des législateurs. Milon de Crotone, célèbre athlète et héros des Jeux olympiques, était non seulement un protecteur, mais aussi un disciple de l'école. Grâce à de telles figures,
Les idées de Pythagore commencèrent à pénétrer aussi dans la vie politique de la cité. Il n'aspirait pas au pouvoir, mais ses disciples participaient aux discussions sur les lois, aux propositions de réforme, travaillaient avec la jeunesse et enseignaient l'éthique à travers les nombres et l'ordre. Avec le temps, autour de Pythagore se forma une communauté solide qui s'étendit bien au-delà de Crotone. Les disciples partaient dans d'autres villes, fondaient de nouveaux cercles, apportaient les principes pythagoriciens en terres étrangères. Cependant, à Crotone même, son école restait le centre. On ne l'appelait ni académie ni temple, mais chacun de ceux qui y entraient sentait qu'il franchissait la frontière entre le quotidien et l'éternel. Pythagore voyait dans son œuvre non simplement un enseignement, mais une transformation de l'homme. Il affirmait que l'homme doit vivre selon le nombre, selon le rythme, selon la loi, et non selon le caprice ou la passion. Il cherchait à créer non seulement un système de connaissances, mais aussi une forme de vie dans laquelle la raison gouverne. Les sentiments sont soumis et l'âme se purifie progressivement et s'élève vers l'ordre supérieur. Lorsque Pythagore s'établit définitivement à Crotone et que se forma autour de lui un cercle de disciples, survint l'étape où il commença à révéler non pas simplement des vérités séparées, mais un système au fondement duquel se trouvait l'idée du nombre comme principe universel de tout ce qui existe. Il ne présentait pas les nombres comme un instrument conventionnel de calcul. Au contraire, il les considérait comme la fondation première sur laquelle reposent non seulement les mathématiques, mais aussi la nature, la musique, le cosmos, l'âme humaine et même la justice. Pythagore affirmait que tout est nombre, mais par là, il n'entendait pas une réduction banale de tout à l'arithmétique, mais une profonde affirmation philosophique. Le nombre, c'est la mesure, l'ordre, le rapport. Le monde dans lequel nous vivons, selon lui, n'est pas chaotique, mais structuré selon des lois. Cette régularité est numérique. C'est à travers le nombre que se manifeste la structure de l'être. Et celui qui sait lire cette structure est capable de comprendre l'organisation de la nature, l'ordre des étoiles et la loi morale. L'une des histoires les plus connues, transmises dès l'Antiquité, raconte comment Pythagore, passant devant une forge, entendit les sons des coups sur les enclumes, qui différaient par leur hauteur. Il remarqua que les différences de ton correspondaient à la masse des marteaux utilisés. Plus tard, il expérimenta avec des cordes, les tendant sur des cadres identiques avec des longueurs et des tensions différentes, et découvrit que les intervalles musicaux obéissent à de simples rapports numériques. 2 pour 1 pour l'octave, 3. Pour 2 pour la quinte, 4 pour 3 pour la quarte. Ainsi naquit la doctrine de l'harmonie comme rapport numérique. Sur cette base, Pythagore formula l'idée de la musique des sphères, la représentation selon laquelle les planètes et les étoiles, en se déplaçant sur leurs orbites, créent une harmonie semblable à la musique, seulement inaccessible à notre ouïe. Chaque corps céleste émet son propre son, déterminé par sa vitesse et sa distance. Et ensemble, ces mouvements forment un accord parfait, une symphonie cosmique. Il n'affirmait pas que c'était une mélodie audible, mais plutôt qu'elle était saisie par la raison et le sentiment intérieur. L'homme vivant en harmonie avec lui-même et avec le monde entre en résonance invisible avec cet ordre. Le symbole central de l'école était la tétractys, l'arrangement triangulaire de 10 points. 1, 2, 3 et 4. La somme de ces nombres donne 10, le nombre parfait et complet. Dans la tétractys, Pythagore voyait non seulement une construction arithmétique, mais un modèle universel du monde. 1 signifiait le commencement, 2 l'apparition de la différence, 3 le mouvement et 4 l'achèvement et la stabilité. Les disciples de l'école commençaient chaque jour par une adresse mentale à la tétractys, comme à l'image de l'ordre et de la perfection. Dans la philosophie pythagoricienne, chaque nombre avait une signification symbolique. 1 symbolisait l'unité et le principe divin. 2 la dualité et la contradiction. 3
l'harmonie surgissant de la résolution des opposés. 4. La plénitude matérielle. 5. L'union du principe masculin et féminin. 6. L'équilibre. 7. Le rythme. Et le devenir. 8. La justice. 9. L'achèvement du cycle. Et 10. La plénitude et le retour au commencement. Pythagore et ses disciples divisaient les nombres en pairs et impairs, les associant à des principes opposés. Les nombres pairs étaient perçus comme féminins, passifs et fluides, les impairs comme masculins, actifs et stables. Leur interaction constituait la base non seulement de la philosophie abstraite, mais aussi de jugements pratiques, par exemple sur l'organisation de la famille, de la cité ou de la nature de l'âme. En étudiant les nombres, les pythagoriciens découvraient leur forme spatiale. Ils s'occupaient des nombres figurés, triangulaires, carrés, pentagonaux, qui pouvaient être exprimés comme des points s'assemblant en forme géométrique. Ces constructions n'étaient pas des exercices de dessin, mais reflétaient une représentation profonde selon laquelle les nombres engendrent non seulement des sons, mais aussi des figures, des proportions, des structures. Ainsi, les mathématiques devenaient non pas une abstraction, mais une expression visible du cosmos. De cette pensée découlait aussi la géométrie, non comme technique de mesure, mais comme philosophie des formes. Le point était le commencement, la ligne le lien, la surface le devenir, le volume l'essence achevée. Les étudiants de l'école traçaient, calculaient, trouvaient des régularités. Mais tout cela s'accompagnait de la conscience que chaque action était un rapprochement vers la compréhension de la structure du monde. De telles occupations donnèrent naissance à la formulation de théorèmes. Et bien que le célèbre théorème de Pythagore sur l'égalité du carré de l'hypoténuse à la somme des carrés des côtés fût peut-être connu avant lui à Babylone, c'est précisément l'école pythagoricienne qui lui donna une signification fondamentale dans le système de pensée. Dans la musique, qui était également enseignée à l'école, on ne cherchait pas l'inspiration ou la consolation. Elle était étudiée comme une discipline mathématique. On enseignait aux élèves à construire des intervalles et à composer des mélodies non par intuition, mais conformément aux proportions numériques. L'harmonie en musique était considérée comme un reflet direct de l'harmonie dans l'âme et dans le monde. Un des récits tardifs affirme que Pythagore pouvait calmer un élève colérique simplement en exécutant une séquence déterminée de sons. Ainsi, la musique, construite sur des nombres justes, agissait sur l'état intérieur. Tout l'enseignement de Pythagore tendait à montrer que le nombre n'est pas seulement un langage universel, mais aussi un chemin vers le perfectionnement. Il permet de trouver la loi, d'exprimer l'ordre, d'éduquer le caractère. À travers le nombre, l'homme saisit la mesure. À travers le nombre, il prend conscience des limites et des liens. À travers le nombre, il parvient à ce que Pythagore appelait catharsis, la purification. Et c'est pourquoi, comme il le disait à ses disciples, la connaissance du nombre n'est pas simplement une science, mais une vertu. Non seulement un chemin vers le savoir, mais aussi un chemin vers l'âme. Mais pour que le nombre devienne réellement la base de la vie, il fallait l'incarner non seulement dans les dessins et les formules, mais dans les actions quotidiennes, dans la nourriture, le sommeil, la parole, le silence, le regard et le mouvement. Durant les premières années d'existence, l'école pythagoricienne à Crotone était perçue avec curiosité et respect. Ses membres se comportaient avec retenue, ne se mêlèrent pas de politique, ne faisèrent pas de propagande, n'aspiraient pas au pouvoir. Ils se distinguaient par leur modération, leur modestie, leur concentration et une certaine distance. Ils se taisaient lorsque d'autres disputaient, ne buvaient pas de vin lors des banquets, ne participaient pas aux festivités et aux compétitions. S'efforçaient de respecter un emploi du temps strict et de suivre un rythme intérieur que personne, dehors de l'école, ne comprenait. Ce comportement inspirait d'abord le respect, mais peu à peu, il commença à susciter la méfiance. Le problème résidait dans le fait que les pythagoriciens n'étudiaient pas simplement les nombres.
ils élaboraient un mode de vie. Et ce mode de vie, fondé sur l'autolimitation, la discipline et la loi intérieure, commença à pénétrer dans la société. Beaucoup de disciples de Pythagore étaient issus de familles nobles et aisées, avèrent de l'éducation et de l'influence, et certains occupèrent avec le temps des postes importants dans l'administration des cités de la Grande Grèce. Ils plaidaient pour l'équilibre politique, la justice, la modération, s'opposaient à la démagogie, à l'arbitraire et aux décisions hâtives. Cela irritait ceux qui adhéraient à d'autres points de vue, plus durs, plus autoritaires, plus agressifs. Une inquiétude particulière suscitait le fait que les pythagoriciens semblaient trop organisés. Leur discipline, leurs rituels, leur silence et la concordance de leur comportement étaient perçus comme des signes d'un complot secret. Quelqu'un commença à dire que l'école de Pythagore n'était pas une communauté philosophique, mais une corporation fermée qui aspirait au contrôle politique. D'autres affirmaient qu'ils avaient leur propre religion, leur propre rite, leur propre loi qui contredisaient les lois de la cité. Des soupçons surgirent selon lesquels, au sein de la communauté, on discutait non seulement d'idées philosophiques, mais aussi de moyens d'influer sur la politique. Les soupçons s'intensifièrent du fait que Pythagore admettait des femmes dans l'école. Dans le monde grec antique, particulièrement dans les cités doriennes et sud-italiennes, la participation des femmes à la vie intellectuelle était perçue comme quelque chose d'inhabituel et pour beaucoup indésirable. Pythagore, quant à lui, considérait que l'âme n'a pas de sexe et que les femmes, possédant la même raison et la même aspiration à la vertu que les hommes, étaient capables de philosophie et de connaissance de soi. Des femmes étudiant dans une confrérie masculine, c'était en soi un défi aux traditions, et cela provoquait chez une partie de la société le choc, et chez l'autre l'indignation. Sur le fond de cette tension générale, un rôle particulier fut joué par un homme nommé Cylon. C'était un habitant riche et influent de Crotone, qui aspirait à la gloire et à la reconnaissance. Tentant d'entrer dans la communauté pythagoricienne, il fut, selon la tradition, rejeté, peut-être en raison de son impulsivité, de son intempérance ou de son orgueil. Offensé, il devint l'un des ennemis les plus actifs de l'école. Ses discours, pleins de rancune personnelle et d'accusations politiques, se répandirent rapidement parmi les citoyens. Il affirmait que Pythagore aspirait au pouvoir, que ses disciples constituaient une clique aristocratique fermée, que leur enseignement détruisait les traditions de la cité. Au début, ces accusations semblaient exagérées, mais avec la croissance du nombre de disciples et de l'influence de l'école, la situation commença à changer. Les pythagoriciens occupaient effectivement des postes importants au conseil, dans le système judiciaire, dans la direction de l'armée. Bien qu'ils n'accaparaient pas le pouvoir, leur mode de vie et leur philosophie politique entraient en contradiction avec les intérêts d'une partie de la noblesse, encline à des méthodes plus autoritaires. Cylon profita de ce mécontentement pour transformer l'inquiétude publique en accusation directe. La situation s'aggrava. Selon la tradition, dans l'une des villes voisines, une foule fit irruption dans une maison où se réunissaient des pythagoriciens. La maison fut incendiée et périrent presque tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Parmi eux se trouvaient des élèves et des maîtres. Cette attaque devint le premier cas de violence physique dirigée contre l'école. Et bien que l'on sache peu de détails, la plupart des auteurs antiques s'accordent sur un point. À partir de ce moment commencèrent de véritables persécutions. Les maisons pythagoriciennes furent l'objet d'attaques dans d'autres villes également. À Crotone, on s'éleva ouvertement contre l'école. Commencèrent des accusations publiques, des assemblées organisées, des interventions virulentes sur l'agora. Certains pythagoriciens furent contraints de quitter la ville. Les autres tentèrent de conserver leur calme, mais la tension montait. À Pythagore, comme fondateur de l'école, on refusa le droit de parole. On ne lui donnait pas la possibilité de se défendre. Celui qui récemment était honoré comme maître était maintenant perçu comme un étranger suspect. Certaines sources
affirment que Pythagore tenta de régler le conflit. Il rencontra ses adversaires, écrivit des lettres à d'autres villes, s'adressa aux citoyens avec des explications. Mais cela n'aidait plus. Sa renommée jouait maintenant contre lui. On ne le croyait pas. Son silence était perçu comme du mépris, sa philosophie comme une couverture pour le pouvoir. Vers le milieu de la crise, l'école cessa pratiquement d'exister comme communauté organisée. La plupart des disciples furent contraints de partir. Ceux qui restèrent se cachaient ou se dispersèrent dans d'autres villes. Les autorités commencèrent à détruire les bâtiments, à confisquer les biens, à anéantir les archives. L'idée même de l'école devint indésirable. Même le nom de Pythagore ne fut pendant un certain temps plus prononcé à haute voix. Ce que ressentit Pythagore lui-même en ce moment reste sujet à conjecture. Probablement éprouva-t-il non seulement une douleur personnelle face à la destruction de l'œuvre de toute sa vie, mais aussi un bouleversement philosophique. L'ordre qu'il considérait comme éternel s'était révélé vulnérable dans le monde humain. Son école n'aspirait pas au pouvoir, mais fut néanmoins perçue comme une menace pour le pouvoir. Elle prêchait l'harmonie, mais suscita l'hostilité. Il aspirait au silence, mais devint le centre du tumulte. Il survécut à la dissolution de l'école. Pendant quelque temps encore, il resta en Grande Grèce, peut-être à Métaponte ou dans une autre ville côtière, entouré de quelques disciples fidèles. Sa voix ne résonnait presque plus en public. Il n'enseignait plus, ne rassemblait plus de gens, ne construisait plus de nouvelles communautés. Ses idées continuaient à vivre dans la mémoire de ses disciples, dans la géométrie, dans la musique, dans l'éthique. Mais lui-même, comme homme, s'était retiré dans l'ombre. Lorsque les nuages s'amoncelèrent au-dessus de l'école de Pythagore, et que les villes de la Grande Grèce, qui récemment encore admiraient son nom, commencèrent à se détourner, son destin devint tragiquement solitaire. La période durant laquelle l'école pythagoricienne prospérait à Crotone et dans d'autres cités se termina par un rejet soudain et furieux. Le maître, autrefois entouré de disciples et respecté comme sage, se retrouva sans protection, sous la menace de violence et privé de l'appui qu'il avait si longtemps construit. Après la série d'attaques contre les réunions pythagoriciennes, Pythagore fut contraint de quitter Crotone. Il se dirigea vers Métaponte, une ville qui auparavant lui avait été favorable, et où il espérait, selon toute vraisemblance, trouver au moins un refuge temporaire. Métaponte était une cité qui honorait Apollon et était connue pour son aspiration à l'harmonie. Et parmi son élite se trouvaient des partisans de l'idée pythagoricienne de modération et d'ordre. Cependant, en arrivant à Métaponte, Pythagore ne cherchait déjà plus à créer une nouvelle école ou à former une nouvelle communauté. Il était profondément bouleversé par ce qui s'était passé, épuisé physiquement et moralement. Selon les témoignages anciens, il continua à rencontrer quelques disciples restants, parmi lesquels se trouvaient Télogès, peut-être son gendre ou fils adoptif, et Théano, philosophe et sa compagne de vie, qui deviendra plus tard gardienne de son héritage intellectuel. Ces rencontres n'avaient pas lieu dans des salles d'enseignement, ni en plein air comme auparavant, mais dans des maisons privées, dans l'isolement, loin des regards indiscrets. Pythagore comprenait probablement que l'époque qu'il avait créée était terminée. Il ne tentait pas de faire revivre l'école dans sa forme antérieure et ne cherchait pas un large public. Ses dernières conversations s'adressaient à quelques personnes, et en elles résonnait, croit-on, non plus tant la didactique que la contemplation, le bilan et le silence intérieur. C'est peut-être durant ces mois qu'il se confirma définitivement dans la conviction que la vraie philosophie n'a pas besoin d'une large publicité. Elle doit rester dans le cœur de ceux qui sont réellement prêts à l'accueillir. Les auteurs anciens donnent différentes versions de sa mort. Selon la plus probable, il mourut à Métaponte de vieillesse, paisiblement et discrètement, entouré de quelques disciples dévoués, ne laissant après lui ni testament officiel, ni héritage politique, ni recueil dogmatique d'enseignement. À ce moment-là, selon les calculs des historiens, il avait environ 80 ans. Cependant, d'autres sources
particulièrement les plus tardives, tendent à la dramatisation. Certaines racontent que Pythagore périt en fuyant. Lorsqu'un groupe de disciples se réfugia avec lui dans une maison à l'extérieur de la ville, ils furent attaqués par des partisans du mouvement anti-pythagoricien. La maison fut incendiée, et pour sauver les autres, Pythagore se serait sacrifié, distrayant les assaillants. Selon une autre légende, fuyant ses persécuteurs, il aurait refusé de traverser un champ de fèves, car l'interdiction de consommer des fèves faisait partie du mode de vie pythagoricien, et ainsi il aurait ralenti sa course et fut rattrapé. Cette version, les auteurs antiques l'interprétèrent souvent de manière symbolique, comme une fidélité au principe jusqu'à la fin. Les historiens tendent à penser que les légendes sur la fuite et la mort furent inventées dans les siècles postérieurs, probablement pour souligner la pureté morale du philosophe, sa fidélité à son propre enseignement même face au danger. Il n'existe aucun témoignage archéologique ou écrit fiable confirmant ces récits dramatiques. Cependant, leur existence témoigne de la force qu'avait déjà l'image de Pythagore de son vivant et immédiatement après sa mort. À Métaponte, dans l'Antiquité, existait un héroën, c'est-à-dire un lieu de culte où, croyait-on, se trouvait la tombe de Pythagore. Selon le témoignage de Cicéron, la ville elle-même honorait Pythagore presque comme une divinité et lui avait même consacré l'un des temples précédemment dédiés à Apollon. Cela n'est pas confirmé archéologiquement, mais le fait même de l'existence d'une telle tradition témoigne du statut élevé de Pythagore dans la mémoire posthume de la cité. Quant à son héritage, au moment de sa mort, il semblait dispersé. De nombreux disciples avaient été tués ou dispersés, les écoles détruites, les liens entre les disciples rompus. Cependant, c'est précisément à ce moment que commence une histoire paradoxale. Malgré la disparition de l'école comme institution, la pensée pythagoricienne ne disparut pas. Les disciples qui survécurent aux persécutions s'enfuirent vers la Grèce continentale, particulièrement à Thèbes et à Athènes. Là, sans se proclamer haut et fort pythagoriciens, ils continuèrent à discuter des idées sur le nombre, l'harmonie, la structure du cosmos, le lien entre l'éthique et l'ordre mathématique. Ainsi s'acheva le chemin terrestre de Pythagore. Non dans l'éclat d'une tribune, non dans un final solennel, mais dans le silence, dans l'oubli parmi quelques-uns. Mais ce silence dans lequel il s'en alla ne fut qu'un prélude à l'écho pluriséculaire que son nom allait engendrer. Lorsque Pythagore disparut, commença sa seconde vie, une vie dans la mémoire, les traditions et les systèmes philosophiques dans lesquels son image devint non simplement une partie du passé, mais un symbole de sagesse universelle. Déjà quelques décennies après sa mort, les philosophes du monde hellénistique commencèrent à se référer à Pythagore comme au fondateur d'une direction particulière de pensée. Philolaos et Archytas, célèbres disciples de la tradition pythagoricienne, transmirent les fondements de son enseignement, en particulier la représentation des nombres comme principe de tout ce qui existe. C'est à travers eux et à travers la tradition orale que de nombreuses idées de Pythagore parvinrent à Platon. Bien que Platon lui-même ne fût pas son disciple, il partageait un certain nombre de principes, de l'idée de la structure mathématique du monde à l'aspiration à la purification intérieure de l'âme par le savoir. Dans les siècles suivants, la figure de Pythagore devint de plus en plus légendaire. Au 1er siècle avant notre ère, à Rome, il était honoré par des philosophes qui voyaient en lui le lien entre la science et la pratique spirituelle. À l'époque paléo-chrétienne, son nom était mentionné aux côtés de Moïse et d'autres sages anciens, et plus tard dans les œuvres des néo-platoniciens tels que Porphyre, où il apparaît non seulement comme mathématicien, mais aussi comme un homme ayant saisi les lois secrètes de l'univers. Au Moyen Âge, la mémoire de Pythagore vivait surtout dans la science arabe et dans l'idée de la musique des sphères. À cette époque, il devint une figure ésotérique. On voyait en lui celui qui avait entendu le cosmos. Avec la Renaissance, l'intérêt pour Pythagore se raviva. Les savants et les penseurs le considéraient comme l'ancien héros de la vérité,
dont l'enseignement unissait philosophie, mystique, nombres et musique. Il se retrouva au centre du dialogue entre la science ancienne et la nouvelle pensée européenne. À l'époque moderne, on se mit à percevoir Pythagore comme le symbole d'une approche mathématique de la réalité. Son nom se renforça dans les manuels scolaires grâce aux théorèmes. Mais la pensée même de Pythagore exerça une influence bien plus profonde, de Kepler aux lois de Newton, de la musique à l'architecture, de la philosophie à la cosmologie. Au XIXe et XXe siècle, l'image de Pythagore devint un archétype culturel. Il fut honoré par des scientifiques, des ésotéristes, des théosophes et des représentants de sociétés secrètes. Dans certains contextes, il était l'ancêtre de la science rationnelle. Dans d'autres, un initié aux éternels mystères de l'univers. Son nom se couvrit de mythes, et néanmoins, à travers les couches de légendes et de spéculations tardives, ressort l'essentiel. Pythagore proposa au monde un chemin sur lequel savoir et moralité vont, main dans la main, où les nombres deviennent expression de l'harmonie et la philosophie un style de vie. Plus de 2500 ans se sont écoulés, mais son image continue d'inspirer, non comme un monument, mais comme une voix, discrète mais vivante, rappelant qu'au centre de l'être demeure toujours l'ordre, le rythme et l'aspiration à l'harmonie. Pour comprendre pleinement l'héritage de Pythagore, il faut regarder au-delà du seul théorème géométrique qui porte son nom. Il faut plonger dans l'essence même de ce qu'il enseignait à ses disciples dans cette communauté fermée de Crotone. Car Pythagore n'était pas simplement un mathématicien, il était un philosophe de l'ordre cosmique, un penseur qui voyait dans les nombres non des abstractions, mais les principes vivants qui gouvernent le monde. Son enseignement reposait sur une conviction fondamentale. L'univers n'est pas un chaos, mais un cosmos, un ordre harmonieux régi par des lois mathématiques. Cette vision radicale changeait la manière dont on percevait la réalité. Avant Pythagore, les Grecs expliquaient le monde principalement à travers les mythes et les récits des dieux. Pythagore introduisit une nouvelle perspective. Le monde pouvait être compris, non par les histoires, mais par les nombres. Dans la pensée pythagoricienne, chaque aspect de l'existence trouvait son expression numérique. Les saisons suivaient des cycles réguliers. Les astres se déplaçaient selon des trajectoires prévisibles. Les sons musicaux obéissaient à des rapports fixes. Même les vertus morales pouvaient être associées à des proportions numériques. La justice, par exemple, était représentée par le nombre 4, car elle impliquait l'équilibre et la réciprocité, tout comme un carré possède 4 côtés égaux. L'amitié était liée au nombre 220, car ce nombre et 284 forment une paire de nombres amiables, chacun étant la somme des diviseurs propres de l'autre. Cette approche peut sembler étrange au regard moderne, mais elle révélait une intuition profonde. Il existe des structures sous-jacentes qui organisent la réalité, et ces structures peuvent être exprimées mathématiquement. La musique occupait une place centrale dans cette vision du monde. Pour les pythagoriciens, elle n'était pas simplement un art, mais une science qui révélait les lois fondamentales de l'harmonie cosmique. Lorsque Pythagore découvrit que les intervalles musicaux correspondaient à des rapports numériques simples, il ne s'agissait pas seulement d'une observation acoustique, mais d'une révélation philosophique. Si la beauté en musique dépendait de proportions mathématiques, alors peut-être toute beauté, toute harmonie dans l'univers découlait-elle de ces mêmes principes numériques. Les pythagoriciens développèrent cette idée jusqu'à son extrême logique. Ils affirmaient que les sphères célestes, en tournant autour de la Terre, selon leur cosmologie, produisaient des sons dont les hauteurs dépendaient de leur vitesse et de leur distance. Ces sons se combinaient en une harmonie parfaite, la musique des sphères, que nous ne pouvons entendre car nous y sommes habitués depuis notre naissance, tout comme le forgeron ne remarque plus le bruit constant de son atelier. Cette idée peut paraître poétique ou fantaisiste, mais elle contenait une intuition remarquable. L'univers possède une structure ordonnée, comparable à une composition musicale. 2000 ans plus tard, Johannes Kepler, en découvrant les lois du mouvement planétaire,
se référera explicitement à cette vision pythagoricienne, cherchant les harmonies cachées dans les orbites des planètes. La géométrie était également essentielle dans l'enseignement pythagoricien. Les pythagoriciens étudiaient les propriétés des figures géométriques, non comme de simples exercices mathématiques, mais comme des fenêtres sur la structure fondamentale de la réalité. Le triangle était particulièrement significatif. Le triangle équilatéral représentait la perfection et l'harmonie. Le triangle rectangle, avec ses propriétés remarquables, devint l'objet du théorème le plus célèbre attribué à Pythagore. Bien que ce théorème fût probablement connu empiriquement par les Babyloniens et les Égyptiens, c'est l'école pythagoricienne qui en fit une vérité démontrée, intégrée dans un système cohérent de connaissances géométriques. Le pentagone régulier et l'étoile à 5 branches, le pentagramme, revêtaient une signification particulière pour les pythagoriciens. Cette figure géométrique était leur symbole de reconnaissance, tracé sur les portes de leur maison et utilisé comme signe secret entre membres de la confrérie. Le pentagramme fascinait les pythagoriciens car il contenait le nombre d'or. Cette proportion divine, où le rapport entre le tout et la plus grande partie est égal au rapport entre la plus grande partie et la plus petite. Cette proportion apparaissait dans la nature, dans la disposition des feuilles sur une tige, dans la spirale des coquillages, dans les proportions du corps humain. Pour les pythagoriciens, c'était la preuve que les mêmes principes mathématiques gouvernaient à la fois la géométrie abstraite et le monde naturel. Mais l'école pythagoricienne ne se limitait pas à l'étude théorique des mathématiques. Elle intégrait ces connaissances dans un mode de vie complet, une discipline quotidienne visant à purifier l'âme et à l'aligner sur l'harmonie cosmique. Les pythagoriciens croyaient en la transmigration des âmes, l'idée que l'âme est immortelle et renaît dans différents corps après la mort. Cette croyance, qu'ils partageaient avec les traditions orphiques, donnait un sens profond à leur quête de purification. La vie présente n'était qu'une étape dans un long voyage de l'âme, et le but était de se libérer du cycle des renaissances en atteignant un état de pureté spirituelle. Pour cela, les pythagoriciens suivaient des règles strictes. Leur régime végétarien n'était pas simplement une préférence alimentaire, mais une pratique éthique fondée sur le respect de toute vie. Si l'âme pouvait se réincarner dans un animal, alors tuer et manger des animaux relevait d'une forme de cannibalisme cosmique. L'interdiction des fèves, bien que mystérieuse, était prise très au sérieux. Certains interprètes modernes ont suggéré qu'elle pourrait être liée à une maladie génétique, le favisme, répandu dans la région méditerranéenne, qui rend les fèves toxiques pour certaines personnes. D'autres y voient une raison symbolique. Les fèves, avec leurs tiges creuses, étaient considérées comme un canal entre le monde des vivants et celui des morts. Au-delà de ces interdictions alimentaires, les pythagoriciens pratiquaient une discipline quotidienne rigoureuse. Ils se levaient avant l'aube, pratiquaient la méditation silencieuse, récitaient mentalement des passages d'enseignement, puis se promenaient seuls pour réfléchir. Le petit déjeuner était simple, souvent du pain et du miel. Les matinées étaient consacrées à l'étude, l'après-midi aux exercices physiques et aux discussions, et les soirées à la récapitulation. Chaque soir, avant de dormir, chaque pythagoricien devait passer en revue sa journée en se posant 3 questions. Qu'ai-je fait ? En quoi ai-je failli ? Qu'ai-je accompli ? Cette pratique d'examen de conscience, qui sera plus tard adoptée par les stoïciens et les chrétiens, visait à développer la conscience de soi et la maîtrise de soi. Le silence jouait un rôle crucial dans l'éducation pythagoricienne. Les nouveaux disciples devaient observer un silence strict pendant leurs premières années, parfois jusqu'à 5 ans. Cette période de silence n'était pas une simple épreuve d'obéissance, mais une méthode pédagogique profonde. En se taisant, l'élève apprenait à écouter vraiment, non seulement avec ses oreilles, mais avec son esprit tout entier. Il apprenait à observer ses propres pensées, à maîtriser ses impulsions de parler, à réfléchir avant de s'exprimer. Cette discipline du silence,
cultivait une qualité intérieure que les pythagoriciens jugeaient essentielle, la capacité à se gouverner soi-même. L'enseignement pythagoricien était divisé en deux niveaux. Les acousmatiques, ou auditeurs, recevaient des maximes, des règles de vie et des enseignements sous forme de préceptes à mémoriser et à suivre. Ces enseignements prenaient souvent la forme d'énigmes ou de phrases mystérieuses. Ne pas attiser le feu avec un couteau, ne pas marcher sur les grandes routes, ne pas laisser les hirondelles nicher sous son toit. Ces maximes avaient probablement des significations à la fois littérales et symboliques. Ne pas attiser le feu avec un couteau pouvait signifier littéralement de ne pas provoquer la colère chez une personne déjà en colère. Le feu représentant la passion et le couteau une parole tranchante. Les mathématiques, ou apprenants, formaient le cercle intérieur. Ils recevaient les enseignements ésotériques, les démonstrations mathématiques, les théories cosmologiques. Ils étudiaient non seulement ce qu'il fallait faire, mais pourquoi, comprenant les principes sous-jacents aux règles et aux pratiques. Cette distinction entre enseignement exotérique et ésotérique, entre doctrine publique et savoir secret, caractérisera plus tard de nombreuses écoles philosophiques et traditions mystiques. La communauté pythagoricienne pratiquait aussi une forme de communisme des biens. Les membres mettaient en commun leurs possessions, vivant d'une propriété collective. Cette pratique n'était pas seulement économique, mais philosophique. Elle incarnait l'idée que l'attachement aux possessions matérielles entrave la purification de l'âme. De plus, le partage des biens renforçait les liens de la communauté, créant une fraternité basée non sur les liens du sang, mais sur les valeurs partagées et la quête commune. Les femmes occupaient une place remarquable dans l'école pythagoricienne. À une époque où les femmes grecques étaient largement exclues de la vie publique et intellectuelle, Pythagore admettait des femmes comme disciples à part entière. Parmi elles, Théano, qui devint sa femme, était particulièrement distinguée. Après la mort de Pythagore, elle aurait dirigé l'école et aurait écrit sur les mathématiques, la physique et la médecine, bien qu'aucun de ses écrits ne nous soit parvenu de manière certaine. D'autres femmes pythagoriciennes, comme Damo, fille de Pythagore, et Arignote, auraient également contribué à la tradition pythagoricienne. Cette ouverture aux femmes n'était pas simplement progressive. Elle découlait logiquement de la philosophie pythagoricienne. Si l'âme est immortelle et se réincarne dans différents corps, alors le genre du corps actuel est sans importance pour la valeur de l'âme. Ce qui compte, c'est la capacité de l'âme à comprendre la vérité et à s'aligner sur l'harmonie cosmique, et cette capacité n'a pas de genre. L'influence de l'école pythagoricienne s'étendit bien au-delà de Crotone. Des communautés pythagoriciennes s'établirent dans d'autres cités de la Grande Grèce, à Tarente, à Métaponte, à Région. À Tarente, Archytas, mathématicien, philosophe et homme d'État pythagoricien, gouverna la cité pendant de nombreuses années au IVe siècle avant notre ère, mettant en pratique les principes pythagoriciens dans l'administration publique. Il fut aussi un ami de Platon et l'aida lorsque le philosophe athénien se trouva en danger lors de ses voyages en Sicile. L'influence pythagoricienne sur la pensée grecque fut profonde et durable. Bien que l'école elle-même ait été dispersée par les persécutions, les idées pythagoriciennes continuèrent à circuler et à évoluer. Platon, lors de ses voyages en Italie du Sud, entra en contact avec les pythagoriciens et fut profondément marqué par leur philosophie. Dans ces dialogues, particulièrement dans le Timée, on retrouve des thèmes clairement pythagoriciens. L'univers comme cosmos ordonné, l'importance des formes géométriques dans la structure de la matière, l'âme humaine comme immortelle et sujette à la réincarnation, la connaissance mathématique comme chemin vers la vérité. Platon alla même jusqu'à fonder son académie selon un modèle qui rappelait par certains aspects la communauté pythagoricienne, avec ses enseignements ésotériques réservés aux initiés avancés. Aristote, élève de Platon, consacra une attention considérable aux pythagoriciens dans ses écrits, bien qu'il fût souvent critique envers leur doctrine.
C'est en grande partie grâce à Aristote que nous connaissons certains aspects de la philosophie pythagoricienne, car il citait et discutait leurs idées dans ses œuvres. Cependant, Aristote rejetait l'idée fondamentale que les nombres sont les principes constitutifs de la réalité, préférant sa propre théorie de la matière et de la forme. Malgré ses critiques, son attention même témoigne de l'importance des pythagoriciens dans le paysage philosophique grec. Au cours des siècles suivants, le pythagorisme connut plusieurs renaissances. À l'époque hellénistique, un néo-pythagorisme émergea, mêlant les doctrines originales à des éléments platoniciens et stoïciens. Des philosophes comme Nigidius Figulus à Rome au 1er siècle avant notre ère contribuèrent à raviver l'intérêt pour Pythagore et ses enseignements. Les néo-pythagoriciens produisirent de nombreux écrits, souvent pseudépigraphes, c'est-à-dire attribués faussement à Pythagore ou à ses premiers disciples, pour leur conférer une autorité ancienne. Ces textes mélangeaient philosophie, mathématiques, cosmologie et pratiques ascétiques, créant une tradition complexe où il devenait difficile de distinguer les doctrines authentiques des élaborations tardives. Avec l'émergence du néoplatonisme au IIIe siècle de notre ère, Pythagore fut encore plus mythifié. Porphyre de Tyr écrivit une vie de Pythagore, où le philosophe apparaît comme un être quasi divin, capable de miracles, doté de pouvoirs surnaturels, enseignant des vérités éternelles révélées par les dieux. Dans ce portrait, Pythagore n'est plus seulement un philosophe, mais un hiérophante, un médiateur entre le divin et l'humain. Jamblique, autre philosophe néoplatonicien, écrivit également une biographie de Pythagore, encore plus chargée d'éléments merveilleux. Dans son récit, Pythagore pouvait se trouver en 2 endroits simultanément, prédire l'avenir, parler aux animaux, et se souvenait de ses incarnations précédentes. Ses biographies tardives, bien qu'historiquement peu fiables, révèlent quelque chose d'important. L'immense prestige dont jouissait le nom de Pythagore dans l'Antiquité tardive. Il était devenu le sage par excellence, le modèle du philosophe idéal, celui qui avait atteint la sagesse suprême en combinant connaissance rationnelle et illumination spirituelle. Avec la montée du christianisme, l'attitude envers Pythagore devint ambivalente. D'un côté, certains pères de l'Église le respectaient comme un sage païen qui avait approché certaines vérités, notamment l'immortalité de l'âme et l'importance de la vie vertueuse. Saint Augustin, par exemple, mentionnait Pythagore avec respect, bien qu'il rejetât fermement la doctrine de la réincarnation. D'un autre côté, certains auteurs chrétiens le considéraient avec suspicion, le voyant comme un magicien ou un charlatan dont les doctrines détournaient les âmes de la vraie foi. Durant le Moyen-Âge européen, la connaissance directe de Pythagore et des pythagoriciens était limitée. Les écrits grecs n'étaient pas largement disponibles en Occident, et la plupart des informations sur Pythagore venaient de sources latines comme Boès, qui avait transmis certains éléments de la pensée pythagoricienne dans ses traités sur la musique et l'arithmétique. Cependant, dans le monde arabe, l'héritage pythagoricien était mieux préservé. Les savants arabes avaient accès aux textes grecs et les traduisaient, les commentaient, les intégraient dans leur propre système de pensée. Al-Kindi, Al-Farabi et d'autres philosophes arabes connaissaient les idées pythagoriciennes et les incorporaient dans leurs discussions sur les mathématiques, la musique et la cosmologie. C'est en partie grâce à cette transmission arabe que les idées pythagoriciennes reviendront en Europe occidentale. Avec la Renaissance vint une redécouverte enthousiaste de l'Antiquité classique, et Pythagore fut l'un des bénéficiaires de ce renouveau. Les humanistes italiens recherchaient et traduisaient les textes anciens, y compris les vies de Pythagore par Porphyre et Jamblique. Marsilio Ficino, le grand traducteur et philosophe florentin, était profondément influencé par les idées pythagoriciennes et néoplatoniciennes. Il voyait dans Pythagore un prédécesseur de Platon et un sage qui avait compris les harmonies divines de l'univers. Pour les penseurs de la Renaissance, Pythagore représentait l'union idéale de la science et de la spiritualité, de la raison et de la révélation. Cette vision influença profondément la culture de l'époque,
de l'architecture à la musique en passant par la peinture. Les artistes et architectes de la Renaissance utilisaient les proportions mathématiques et le nombre d'or, conscients de suivre ainsi une tradition pythagoricienne de recherche de l'harmonie parfaite. La révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles doit également beaucoup à l'inspiration pythagoricienne. Copernic, en proposant le modèle héliocentrique du système solaire, s'inscrivait dans une tradition pythagoricienne qui cherchait la simplicité et l'harmonie mathématique dans l'explication des phénomènes célestes. Bien que Copernic ne fût pas pythagoricien dans un sens strict, son approche mathématique de l'astronomie reflétait l'intuition pythagoricienne que l'univers obéit à des lois mathématiques simples et élégantes. Johannes Kepler poussa cette vision encore plus loin. Profondément religieux et pythagoricien dans l'âme, Kepler cherchait les harmonies cachées dans les mouvements planétaires. Dans son œuvre Harmonies Mundi, l'harmonie du monde, il tenta de démontrer que les orbites des planètes correspondaient à des intervalles musicaux, réalisant ainsi littéralement l'ancienne idée de la musique des sphères. Bien que ces spéculations harmoniques ne se soient pas avérées scientifiquement fructueuses, ces recherches le conduisirent à découvrir les 3 lois du mouvement planétaire qui portent son nom. Des lois qui sont effectivement de nature mathématique et qui confirmaient l'intuition pythagoricienne fondamentale. La nature parle le langage des mathématiques. Galilée formula cette idée de manière mémorable lorsqu'il écrivit que le livre de la nature est écrit en langage mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques. Cette affirmation est essentiellement pythagoricienne. Elle proclame que pour comprendre l'univers, il faut le lire comme un texte mathématique, déchiffrer les nombres et les proportions qui le gouvernent. Isaac Newton, en établissant les lois de la mécanique et de la gravitation universelle, réalisa le programme pythagoricien à un degré que les anciens n'auraient pu imaginer. Il montra que les mêmes lois mathématiques gouvernent le mouvement d'une pomme tombant d'un arbre et celui de la Lune autour de la Terre. L'univers newtonien est un cosmos au sens pythagoricien, un ordre régi par des lois universelles exprimables mathématiquement. Bien que Newton lui-même fût plus influencé par d'autres traditions philosophiques, son œuvre représente l'accomplissement de la vision pythagoricienne selon laquelle le monde est fondamentalement mathématique. Au XVIIIe siècle, avec les Lumières, l'attitude envers Pythagore devint plus critique et historique. Les philosophes des Lumières admiraient la rationalité et la science, et ils voyaient en Pythagore un précurseur de l'approche scientifique. Cependant, ils étaient sceptiques envers les aspects mystiques et religieux du pythagorisme, qu'ils considéraient comme des superstitions obscurcissant la raison. Voltaire, par exemple, se moquait des doctrines pythagoriciennes sur la transmigration des âmes et l'interdiction des fèves, les voyant comme des exemples de l'irrationalité qui avait entaché même les meilleurs esprits de l'Antiquité. Paradoxalement, à la même époque, Pythagore devint une figure importante dans les traditions ésotériques et occultistes. Les francs-maçons, les rosicruciens et d'autres sociétés secrètes revendiquaient un héritage pythagoricien, voyant dans la confrérie de Crotone un modèle pour leurs propres organisations. Le symbolisme pythagoricien, particulièrement le pentagramme et la tétractys, fut adopté par ces mouvements. Pour eux, Pythagore représentait le détenteur d'une sagesse ésotérique, transmise secrètement à travers les âges à des initiés. Au XIXe siècle, cette tendance s'accentua avec l'émergence de la théosophie et d'autres mouvements spiritualistes. Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, faisait souvent référence à Pythagore comme à l'un des grands initiés de l'histoire. Un maître qui avait accès à une connaissance occulte sur la nature de la réalité. Dans le récit théosophique, Pythagore avait étudié auprès des prêtres égyptiens, des mages persans et des brahmanes indiens, synthétisant leurs enseignements en une doctrine universelle. Cette vision romantique et syncrétique de Pythagore avait peu de fondement historique, mais elle témoignait de la persistance de son attrait comme figure de sagesse transcendante. Pendant ce temps,
Au XIXe siècle, l'étude historique et philologique de la philosophie ancienne faisait des progrès considérables. Les savants allemands en particulier, comme Eduard Zeller, entreprirent d'examiner critiquement les sources anciennes sur Pythagore et les pythagoriciens, tentant de distinguer les faits des légendes. Cette recherche révéla à quel point il était difficile de reconstituer la pensée authentique de Pythagore. Pythagore n'avait laissé aucun écrit, et la plupart des témoignages le concernant dataient de plusieurs siècles après sa mort et étaient colorés par les préoccupations et les croyances de leurs auteurs. Les spécialistes modernes continuent de débattre de ce qui peut être attribué avec certitude à Pythagore lui-même plutôt qu'à ses disciples ultérieurs. Au XXe siècle, Pythagore resta une figure fascinante pour des penseurs de divers horizons. Bertrand Russell, dans son Histoire de la philosophie occidentale, consacra un chapitre à Pythagore, reconnaissant son importance dans le développement de la pensée mathématique et philosophique, tout en critiquant certains aspects mystiques de son enseignement. Russell soulignait que la combinaison pythagoricienne de mathématiques rigoureuses et de spéculations cosmologiques avait été à la fois féconde et problématique pour le développement ultérieur de la philosophie. Les mathématiciens du XXe siècle, en développant des structures mathématiques toujours plus abstraites, se posèrent parfois la question de la nature des objets mathématiques. Sont-ils découverts ou inventés ? Existent-ils indépendamment de l'esprit humain dans un royaume platonicien des formes, ou sont-ils simplement des constructions de notre pensée ? Cette question, que les philosophes appellent le débat entre réalisme et nominalisme en mathématiques, fait écho à la doctrine pythagoricienne selon laquelle les nombres ont une existence réelle et sont les principes constitutifs de la réalité. Certains mathématiciens, comme Kurt Gödel, défendaient une position proche du platonisme ou du pythagorisme, affirmant que les vérités mathématiques existent objectivement et que nous les découvrons plutôt que nous les inventons. D'autres, comme les formalistes, soutenaient que les mathématiques sont un jeu de symboles régis par des règles, sans référence nécessaire à une réalité extérieure. Ce débat, toujours vivant aujourd'hui, montre que les questions fondamentales posées par Pythagore et ses disciples restent pertinentes plus de 2 millénaires après leur mort. La physique moderne a également rencontré des résonances pythagoriciennes surprenantes. Lorsque les physiciens du XXe siècle découvrirent que les lois fondamentales de la nature, de la mécanique quantique à la relativité générale, pouvaient être exprimées sous forme d'équations mathématiques élégantes, ils réalisaient en un sens le rêve pythagoricien. Eugene Wigner, prix Nobel de physique, écrivit un essai célèbre intitulé « L'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles », où il s'émerveillait du fait que les mathématiques, développées souvent pour des raisons purement abstraites, se révèlent étonnamment efficaces pour décrire le monde physique. Ce mystère, l'adéquation profonde entre les structures mathématiques et la structure de l'univers, est au cœur de l'intuition pythagoricienne. Certains physiciens contemporains, comme Max Tegmark, ont poussé l'idée pythagoricienne à son extrême en proposant l'hypothèse de l'univers mathématique, selon laquelle la réalité physique ne serait pas simplement décrite par les mathématiques, mais serait elle-même une structure mathématique. Dans cette vision radicale, l'affirmation de Pythagore que tout est nombre trouverait sa justification ultime. L'influence de Pythagore se fait également sentir dans la musique moderne. Les compositeurs de la Renaissance, comme Josquin des Près, utilisaient consciemment les proportions mathématiques dans leurs compositions, suivant la tradition pythagoricienne. Bach, dans ses œuvres, employait des structures numériques symboliques et des proportions mathématiques. Au XXe siècle, des compositeurs comme Iannis Xenakis, qui était à la fois architecte, mathématicien et musicien, créèrent des œuvres basées explicitement sur des principes mathématiques, utilisant la théorie des ensembles, les probabilités et la topologie pour structurer leur composition. Cette approche, qu'on appelle parfois musique stochastique, représente une réincarnation moderne de l'intuition pythagoricienne selon laquelle la musique et les mathématiques sont intrinsèquement liées.
Dans le domaine de l'architecture, l'influence pythagoricienne a été continue. Le Corbusier, l'un des architectes les plus influents du XXe siècle, développa un système de proportions appelé le modulor, basé sur le nombre d'or et les proportions du corps humain. Il cherchait, dans la tradition pythagoricienne, à créer une harmonie dans l'espace construit en utilisant des rapports mathématiques. De nombreux autres architectes, de l'Antiquité à nos jours, ont utilisé consciemment ou inconsciemment des principes pythagoriciens dans leur travail, cherchant à créer des espaces qui résonnent avec un sens inné de l'ordre et de la proportion. L'héritage de Pythagore se manifeste aussi dans la philosophie moderne et contemporaine. Les philosophes qui s'intéressent à la nature des mathématiques, à la structure de la réalité, au rapport entre l'esprit et le monde, rencontrent inévitablement des questions qui remontent à Pythagore. La phénoménologie de Husserl, avec son intérêt pour les structures essentielles de l'expérience, contient des échos pythagoriciens. La philosophie des mathématiques de Frege et de Russell, bien que critique envers le platonisme, engage néanmoins le même type de questions sur le statut ontologique des entités mathématiques que les pythagoriciens avaient soulevé. Dans la culture populaire moderne, Pythagore reste présent, généralement à travers son théorème. Des millions d'écoliers à travers le monde apprennent la relation entre les côtés d'un triangle rectangle, souvent sans savoir grand-chose d'autre sur l'homme qui lui a donné son nom. Pourtant, même cette connaissance fragmentaire maintient vivante une connexion avec l'Antiquité. Un rappel qu'il y a plus de 2000 ans, un philosophe grec posait les fondations de la pensée mathématique qui sous-tend notre civilisation technologique moderne. Mais au-delà du théorème, c'est peut-être la vision globale de Pythagore qui reste son legs le plus important. L'idée qu'il existe un ordre sous-jacent dans l'univers, que cet ordre peut être compris rationnellement, qu'il s'exprime à travers les nombres et les proportions, que sa contemplation peut élever l'âme humaine, cette vision a profondément marqué la civilisation occidentale. Elle a inspiré des générations de mathématiciens, de scientifiques, de philosophes, de musiciens et d'artistes. Elle a contribué à façonner notre compréhension du monde comme cosmos plutôt que comme chaos, comme univers intelligible plutôt que comme mystère impénétrable. En même temps, l'aspect communautaire et éthique du pythagorisme mérite d'être rappelé. Dans un monde souvent fragmenté et individualiste, l'idée pythagoricienne d'une communauté de chercheurs de vérité vivant selon des principes partagés, mettant leurs ressources en commun, se soutenant mutuellement dans leur quête de sagesse, offre un modèle alternatif. Les pythagoriciens croyaient que la philosophie n'était pas seulement une activité intellectuelle, mais un mode de vie. La connaissance devait se traduire en action, la compréhension en vertu, la sagesse en conduite quotidienne. Cette idée, que savoir et être sont inséparables, que la vraie philosophie transforme celui qui la pratique, est un message qui résonne à travers les siècles. Il y a quelque chose de profondément actuel dans l'insistance pythagoricienne sur la discipline, la réflexion, l'examen de conscience, la modération. Dans notre époque de gratification instantanée, de distraction constante, de bruit incessant, la pratique pythagoricienne du silence, de la contemplation, de la vie ordonnée selon des principes rationnels, offre un contre-modèle attirant. De même, l'ouverture pythagoricienne aux femmes comme égale intellectuelle et spirituelle, bien qu'inhabituelle pour son temps, préfigurait des développements plus récents vers l'égalité des genres dans l'éducation et la vie intellectuelle. Il est également important de reconnaître les limites et les problèmes de l'héritage pythagoricien. Le secret et l'exclusivisme de la communauté pythagoricienne, bien que compréhensibles dans leur contexte, peuvent sembler antithétiques à l'idéal moderne de la science ouverte et du partage libre des connaissances. L'autoritarisme de l'école, où la parole du maître faisait loi et où les disciples ne pouvaient questionner, contraste avec l'esprit critique que nous valorisons aujourd'hui. La mêlée de mathématiques rigoureuses et de spéculations mystiques, si caractéristique du pythagorisme, a parfois entravé plutôt que facilité le progrès de la connaissance.
La découverte des nombres irrationnels, par exemple, aurait, selon la légende, profondément troublé les pythagoriciens, car elle semblait contredire leur croyance que tout pouvait être exprimé en termes de rapport de nombres entiers. Hippas de Métaponte, pythagoricien qui aurait révélé l'existence des nombres irrationnels au monde extérieur, aurait été, selon certaines versions, banni de l'école ou même noyé en mer pour avoir trahi ce secret dérangeant. Que cette histoire soit vraie ou non, elle illustre un danger réel. Lorsque des faits empiriques ou mathématiques contredisent un système philosophique, le dogmatisme peut conduire au rejet des faits plutôt qu'à la révision de la théorie. La science moderne a appris, non sans difficulté, à privilégier l'évidence sur les préconceptions, aussi élégantes soient-elles. Néanmoins, malgré ses limitations, l'héritage pythagoricien demeure riche et stimulant. Il nous rappelle que les mathématiques ne sont pas simplement un outil pratique, mais une fenêtre sur la structure profonde de la réalité. Il suggère que la beauté, l'harmonie et la vérité sont liées, que l'esthétique et l'éthique ont des racines communes dans l'ordre cosmique. Il propose que la vie humaine peut et doit être vécue selon des principes rationnels, en harmonie avec la nature et avec autrui. En réfléchissant à Pythagore et à son école, nous nous trouvons face à une figure qui incarne les contradictions et les aspirations de la philosophie elle-même. Rationnel et mystique, scientifique et spirituel, élitiste et égalitaire, dogmatique et innovateur, Pythagore contient des multitudes. Il refuse la catégorisation simple. Il était à la fois le mathématicien rigoureux qui cherchait des preuves démonstratives et le sage visionnaire qui entendait la musique des sphères. Il était l'ascète qui jeûnait et méditait, et le penseur systématique qui élaborait des théorèmes. Il était le fondateur d'une communauté fermée et secrète, et pourtant, ses idées se sont répandues largement et ont influencé profondément la culture occidentale. Cette complexité, loin d'être une faiblesse, est ce qui rend Pythagore continuellement fascinant. Il nous rappelle que les grandes figures de l'histoire de la pensée ne sont pas des caricatures monodimensionnelles, mais des êtres humains complexes dont les visions et les contradictions reflètent les tensions fondamentales de l'existence humaine. La tension entre raison et intuition, entre communauté et individualité, entre le désir de connaître et le mystère de l'inconnaissable, toutes ces tensions que nous vivons encore aujourd'hui étaient présentes dans la vie et la pensée de Pythagore. Alors que nous approchons de la fin de cette longue exploration, une question demeure. Que signifie Pythagore pour nous aujourd'hui ? Dans un monde dominé par la technologie, où les algorithmes mathématiques gouvernent de plus en plus nos vies, où les données et les calculs semblent tout déterminer, l'intuition pythagoricienne selon laquelle le nombre est fondamental semble plus pertinente que jamais. Nos ordinateurs, nos smartphones, Internet lui-même, tout cela repose sur des mathématiques, sur la manipulation de nombres binaires, 0 et 1, dans des configurations infiniment complexes. Pythagore aurait-il vu dans notre monde numérique la réalisation de sa vision, où tout est effectivement réduit au nombre ? Peut-être, mais il aurait aussi probablement insisté sur le fait que les nombres doivent servir l'harmonie, non le chaos, qu'ils doivent être utilisés pour créer de la beauté et de l'ordre, non simplement pour accumuler du pouvoir ou de la richesse. En ce sens, la dimension éthique du pythagorisme reste cruciale. La technologie nous donne un pouvoir immense, mais ce pouvoir doit être guidé par la sagesse, par une compréhension de ce qui constitue une vie bonne et harmonieuse. Les pythagoriciens croyaient que l'étude des mathématiques était non seulement intellectuellement enrichissante, mais moralement transformatrice. En contemplant l'ordre parfait des nombres et des proportions, l'âme elle-même devenait plus ordonnée, plus harmonieuse. Cette idée peut sembler étrange à notre époque, où nous séparons généralement les faits et les valeurs, la science et l'éthique. Pourtant, il y a peut-être là une sagesse que nous avons perdue. Peut-être que la manière dont nous pensons, les structures mentales que nous cultivons, les disciplines intellectuelles que nous pratiquons, façonnent effectivement
qui nous sommes, pas seulement ce que nous savons. Si c'est le cas, alors le choix des disciplines que nous étudions, l'équilibre que nous trouvons entre différents types de connaissances, devient une question éthique importante. Les pythagoriciens cherchaient un équilibre entre les 4 disciplines du quadrivium: arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Chacune apportait quelque chose d'essentiel à la formation de l'esprit et de l'âme. Peut-être avons-nous besoin aujourd'hui de redécouvrir cette idée d'une éducation équilibrée qui cultive non seulement les compétences techniques, mais aussi l'appréciation de la beauté, la compréhension de l'ordre cosmique et le sens de notre place dans l'univers. La pratique pythagoricienne de l'examen de conscience quotidien offre également un modèle pertinent pour notre époque. Dans un monde de bruit constant et de sollicitations incessantes, prendre le temps chaque soir de réfléchir à sa journée, de se demander ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, peut sembler un luxe impossible. Pourtant, cette pratique, simple mais puissante, de réflexion et d'auto-évaluation, pourrait être un antidote à la vie irréfléchie et automatique que beaucoup d'entre nous mènent. Elle incarne l'idée socratique que Pythagore préfigurait, selon laquelle une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Enfin, l'idée pythagoricienne de communauté, de fraternité basée sur des valeurs et des quêtes partagées, plutôt que sur des liens du sang ou des intérêts matériels, parle à un besoin profond de notre époque. Dans des sociétés de plus en plus atomisées, où les liens communautaires traditionnels se sont affaiblis, beaucoup ressentent un manque de connexion authentique, de sens partagé. L'école pythagoricienne, malgré ses défauts, offrait à ses membres une appartenance profonde, un but commun, un cadre de vie partagé. Cette aspiration à la communauté intentionnelle, à vivre avec d'autres selon des principes choisis, refait surface périodiquement dans l'histoire, des monastères médiévaux aux communes des années 60, des communautés intentionnelles, contemporaines aux espaces de coworking et aux mouvements de vie simple. Le désir de vivre de manière plus consciente, plus connectée, plus alignée sur des valeurs, ce désir pythagoricien reste vivant. Lorsque nous regardons en arrière vers Pythagore, à travers les brumes de 2500 ans, nous voyons une figure qui a osé proposer une vision radicale, que le monde est compréhensible, que la vie peut être transformée par la connaissance, que l'harmonie est possible. Cette vision, malgré tous les rebondissements et les transformations qu'elle a subies au cours des siècles, continue de nous inspirer. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres rationnels capables de comprendre l'univers, mais aussi des êtres spirituels en quête de sens et d'harmonie. Elle suggère que ces 2 aspects de notre nature ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Dans le silence de la nuit, lorsque nous regardons le ciel étoilé et contemplons l'immensité de l'univers, nous pouvons encore entendre, peut-être, un écho de cette musique des sphères dont parlait Pythagore. Non pas comme un son physique, mais comme une intuition profonde que l'univers n'est pas un chaos absurde, mais un cosmos ordonné, que notre existence n'est pas dénuée de sens, que nous participons d'une manière que nous ne comprenons que partiellement à un ordre plus vaste. Cette intuition, poétique et scientifique à la fois, mystique et rationnelle, est peut-être le legs le plus durable de Pythagore. Elle transcende les théorèmes mathématiques, aussi importants soient-ils. Elle touche à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Le désir de comprendre, le besoin de sens, l'aspiration à l'harmonie. Tant que les êtres humains continueront à lever les yeux vers les étoiles et à se demander quelle est leur place dans l'univers, tant qu'ils chercheront des patterns dans le chaos et de l'ordre dans la confusion, tant qu'ils croiront que la connaissance peut élever l'âme et que la beauté a une signification, l'esprit de Pythagore vivra. Son nom résonnera non comme celui d'un homme mort depuis longtemps, mais comme celui d'un pionnier qui a ouvert un chemin que nous continuons de parcourir, tâtonnant encore dans notre quête de sagesse, cherchant encore à déchiffrer les nombres, secrets qui peuvent, ou non,
révéler les mystères ultimes de l'existence. Et ainsi, dans l'obscurité apaisante de la nuit, alors que cette longue histoire touche à sa fin, nous pouvons remercier Pythagore pour son héritage. Non pas en élevant des statues ou en récitant des formules, mais en continuant la quête qu'il a commencée il y a si longtemps sur une île grecque ensoleillée. La quête de la vérité, de la beauté, de l'harmonie. La quête de comprendre le langage secret dans lequel est écrit le livre de la nature. La quête de vivre, non pas au hasard, mais selon un ordre conscient, en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec le cosmos tout entier. Cette quête n'est jamais terminée. Chaque génération doit la reprendre à nouveau, avec les outils de son époque, dans le contexte de ses propres défis. Mais en la reprenant, nous rejoignons une lignée qui remonte à cet homme remarquable qui, debout sur le rivage de Samos, contemplait les vagues et y voyait non pas un mouvement aléatoire, mais un rythme, une mesure, un nombre. Un homme qui a osé croire que dans ce rythme se cachait la clé de tout. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à proposer de nouveaux sujets dans les commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à mettre un like. Chaque jour, de nouvelles histoires vous attendent pour accompagner vos nuits. Bonne nuit et que vos rêves soient emplis d'harmonie et de nombres mystérieux.